Bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt. Aujourd'hui, Richard Massicotte reçoit en entrevue l'astrophysicien Jean-René Roy. Il y a question du livre de M. Roy, 30 images qui ont révélé l'univers, de la Lune à l'aube cosmique. En fait, c'est une belle occasion pour nous de vous parler d'astronomie, et ce à travers les images d'objets célestes obtenues par des télescopes et des caméras de sondes spatiales. Dans cet épisode, on vous convie à un parcours historique étonnant. Laissez-vous amener dans un surprenant périple cosmique. Sans plus tarder, je vous laisse en bonne compagnie et je vous souhaite un agréable voyage dans le temps. Effectivement, je suis avec Jean-René Roy. Jean-René, on va parler aujourd'hui de votre livre, est-ce qu'on peut dire le plus récent déjà? C'est le plus récent, en effet. Ouais, il est sorti au début de novembre. Il est presque tout chaud, si on veut, et c'est un beau cadeau de Noël aussi sous le sapin. 30 images qui ont révélé l'univers de la Lune à l'aube cosmique. C'est publié au Pull. C'est un livre assez volumineux. C'est un beau livre. Ça vous a demandé beaucoup de travail. Il y a beaucoup de évidemment, comme le titre le dit, 30 images, il y a beaucoup d'illustrations. Ça a demandé du travail de recherche d'images ou vous les aviez déjà? Oui, en fait, c'est beaucoup de travail, mais j'ai pondu le livre assez rapidement, mais parce que ça faisait probablement 50 ans que je travaillais inconsciemment sur ce livre. Et je me suis rendu compte, quand je regarde mes livres, il y en a peut-être une dizaine maintenant, j'ai toujours des images dans mes livres. Et pour moi, de faire un livre sans images, pour moi, c'est impossible. Et puisque vous parlez justement de ces 50 ans, on sent et on lit aussi votre parcours à travers ça, à travers le livre. Je pense en bonne partie aussi parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire des sciences et à l'histoire de l'astronomie en général et surtout aux gens qui sont derrière toutes ces découvertes incroyables qui au moment même, ne sont pas perçus comme étant quelque chose qui va nous ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde. Mais ce livre, 30 images, d'ailleurs, j'en ai choisi 30. J'aurais pu en prendre un peu plus, un peu moins, mais j'ai trouvé que le chiffre 30 était bon. J'appelle pas ça les 30 images qui ont révélé l'univers. J'ai choisi 30. Ce sont vos 30 images. Exactement. Il n'y en a pas que 30 dans le livre non plus. Aussi. Non, il y en a à peu près 250 dans le livre, oui. Et donc des images qui sont aussi, l'aboutissement de rencontres aussi professionnelles et aussi lors de vos études de maîtrise, de doctorat, ça revient à quelques reprises dans l'ouvrage. Oui, d'autant plus que j'ai couvert dans ma carrière un certain nombre de sujets d'astronomie. En recherche, en travaillant, j'ai travaillé sur le Soleil, donc j'ai travaillé sur le système solaire, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur le Soleil, j'ai travaillé sur la physique des gaz entre les étoiles, donc le milieu interstellaire, j'ai travaillé sur les galaxies. Peut-être le domaine où je n'ai pas vraiment travaillé directement, c'est ce qui est l'univers à grande échelle, la cosmologie. Mais j'ai enseigné tous ces domaines. Il y a des questions dans l'ouvrage aussi vers la fin. Absolument, oui. Bon, allons-y. Alors, vous parlez dans l'ouvrage et quand on a eu l'occasion aussi de voir vos conférences, d'images de rupture ou d'images transformatrices. C'est comme ça que vous qualifiez les fameuses 30 images. Qu'est-ce que vous entendez par image de rupture, image transformatrice? Donc, vous voyez des livres d'astronomie, vous voyez des émissions, vous voyez les nouvelles, vous voyez beaucoup d'images. Souvent, on vous les montre parce qu'elles sont assez spectaculaires. Ce que j'ai voulu faire un livre d'astronomie où je mettais en vedette l'image, mais pas n'importe quelle image. Je me suis dit, je vais choisir avec les images avec une fin en tête que j'appelle épistémologique. Qu'est-ce que cette image a apporté de particulier? Et j'ai choisi ce que j'appelle, comme vous venez de le dire, les images de rupture ou transformatrice. C'est-à-dire qu'après cette image-là, notre vision de l'univers n'a plus été la même que celle qu'on avait avant. Donc, on va en parler bientôt. Justement, on va en parler tout de suite, même l'image numéro 1 que vous avez choisie, la Lune par Galilée. D'ailleurs, parmi les 5 premières images, il y en a 4 qui sont de Galilée. Pourquoi celle-là en particulier, la Lune de Galilée? Parce que, tout d'abord, c'est l'arrivée du télescope
qui existait depuis 1 ou 2 années et que Galilée a récupéré, amélioré et transformé. Et au lieu de regarder les bateaux qui arrivaient dans les ports et tout, il l'a pointé vers le ciel et en particulier, tout de suite, qu'est-ce qu'on va regarder? La Lune. Et il a vu la Lune comme avec une géographie et en particulier une topographie qui lui a rappelé immédiatement la Terre. Et donc, pour lui, la Lune était son image, sa représentation de la Lune, il le décrit tellement bien dans son petit livre, Le Messager des étoiles. Donc, ça mettait de côté complètement la vision aristotélicienne du monde terrestre corrompu, déchéant, etc. Les astres parfaits. Et les astres parfaits et tout. Il dit, la Lune a des montagnes. Il a même dit qu'elle avait des mers. D'ailleurs, c'est peut-être le seul endroit où il se trompe dans sa description du paysage lunaire. La Lune a des cratères. La Lune est comme la Terre. Elle n'est pas un monde parfait appartenant aux dites sphères célestes qu'on supposait incorruptibles. Et donc, l'image suivante, c'est aussi une image de Galilée. Et là, même s'il ne savait pas ce qu'il voyait, il voyait quelque chose et il l'a dessiné, parce qu'évidemment, la photographie n'existe pas à l'époque. Donc, il observe et il dessine après. Ce sont ça les images de Galilée dans le livre. Oui, en fait, celle que disons, la Lune, oui, il dessine. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on va faire des croquis. On va faire au dessin des croquis et après ça, des gens vont se mettre ensemble ou un chercheur va remettre tous ces croquis ensemble pour faire ce que j'appellerais un portrait final. Et ça va durer jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, à peu près presque 3 ans. Pendant 300 ans, on fait des croquis, on observe à l'œil. Donc, ce qu'il voit dans le cas de la Lune, Galilée, il fait le parallèle et absolument correct avec nos montagnes de la Terre. Un relief topographique très accidenté. Et il calcule même la hauteur des montagnes par la projection des ombres et en appliquant simplement de la trigonométrie élémentaire. Maintenant, ce à quoi vous faites allusion, c'est son observation du Soleil, où il voit les fameuses taches solaires. Et ces fameuses taches paraissent se déplacer et il l'interprète correctement comme étant dû à la rotation du Soleil sur lui-même. Mais il n'a aucune idée de ce que sont les taches. Alors qu'il l'avait correctement interprété, les montagnes, les cratères sur la Lune, il voit ces espèces de taches sombres et il le sait qu'elles ne sont pas noires, absolument, c'est par contraste qu'elles apparaissent noires. Et même ce qui est assez curieux dans des documents qui n'ont pas vraiment été publiés, dont on ne parle pas souvent, il parle des taches comme étant le résultat de la digestion du Soleil, des espèces de... L'imagination, quand même. D'excréments, en fait. Il voit quelque chose. D'ailleurs, plus tard, les gens vont voir les taches comme étant possiblement des volcans. Et dans ce cas-ci, il dessine absolument parfaitement avec les moyens de bord qu'il a et ses dessins sont excellents, en fait, les taches. Mais il ne sait pas ce que c'est. Il les interprète incorrectement parties, mais il l'interprète au moins correctement en disant que les taches appartiennent à la surface du Soleil, alors que son opposant, le jésuite Christoph Scheiner, essayait de dire ce sont des lunes ou des satellites ou des planètes en orbite autour du Soleil très très proches qui passent devant, etc. Et pour la petite histoire aussi, Galilée et d'autres de ses confrères regardaient directement le Soleil. Ça, c'est absolument oui. Fabuleux. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils auraient perdu leur rétine. Et donc, ils avaient une façon de regarder extrêmement rapidement le Soleil. Et c'est une chose qu'il ne faut pas faire, là. Surtout à travers un télescope, même s'il est petit. Et ils alternaient œil gauche et œil droit pour pouvoir... Mais rapidement, ils ont mis au point une technique de projection qui permettait de faire une image et de la dessiner, en fait, directement sur un petit écran sur lequel le télescope formait l'image du Soleil. Et autre petite question, il y a la photo d'une lunette de Galilée. Est-ce que c'est une reproduction? Vous la présentez aussi en conférence. Est-ce que c'est une reproduction ou c'est l'objet authentique? C'est l'objet. Galilée a fabriqué, avec ses artisans extraordinaires, a fabriqué plusieurs lunettes. Il y allait, il en faisait, et il les donnait en cadeau pour faire monter son prestige, être mieux accueilli auprès des grands. Il en a envoyé une à Kepler, entre autres. Et c'était, en effet, très rudimentaire, comme vous pouvez voir d'ailleurs.
Moi, je me demande comment il faisait pour voir à travers ça. Le champ était très petit, il ne voyait qu'une petite fraction de la Lune, donc il faut se rappeler ça. Donc, on dit aussi souvent que c'est moins puissant que nos jumelles actuelles. Absolument, oui. Donc, et d'ailleurs, parce que la lentille, il la polissait rapidement, il devait la diaphragmer, c'est-à-dire ne garder que la partie centrale. Donc, il avait, même s'il avait, par exemple, une lentille dans ses premières de 30 mm de diamètre, qui est petit, il faisait un diaphragme qui ne permettait à la lumière de passer que pour le 15 ou 20 millimètres central. Donc, c'était très petit. Mais il les a améliorés rapidement et les autres autour de lui, les astronomes ont embarqué et ont transformé finalement la fabrication des télescopes en un instrument très puissant, ce qui est devenu plus tard. On se transporte dans le temps, mais on reste toujours dans le système solaire et l'image numéro 3 vaut la peine d'être mentionnée parce que c'est la fameuse éclipse de 1919 qui a été pas le début, mais enfin la suite, la confirmation de plein de théories et qui a permis de comprendre aussi beaucoup comment le Soleil fonctionnait, mais ça a eu un gros impact, pas seulement visuel, cette éclipse. Donc, l'éclipse, c'est un phénomène connu depuis l'Antiquité. Longtemps, on s'est demandé. Donc, un des phénomènes qu'on voit lors d'une éclipse totale, c'est la couronne solaire. C'est une enveloppe extérieure de gaz très ténu, mais très chaud, que Kepler appelait la barbiche du Soleil et que Kepler avait démontré comme appartenant au Soleil. On se demandait, est-ce que la couronne du Soleil qu'on voit durant les éclipses, elle est du Soleil ou quelque chose qui est de la Lune? Donc, cette question-là a été résolue assez tôt. Mais pour revenir à votre référence, à cette image que je présente de l'éclipse totale du Soleil du 19 novembre 1919, elle est extrêmement importante parce que, rappelons-nous, et là on fait un saut dans le temps là, de Galilée, on passe à 300 ans plus tard. Donc, on vient à Albert Einstein qui a proposé en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation. Et en même temps, une nouvelle description de voir l'espace-temps comme étant quelque chose qui était relatif par rapport au référentiel dans lequel on observe et on est observé. Et Einstein avait prédit trois choses. Et celle que je vais mentionner ici, c'est que l'espace est courbé par les grandes masses. Donc, Einstein avait dit, il a dit spécifiquement, d'ailleurs je cite le texte d'Einstein, il dit ce qu'on devrait observer lorsqu'il y a une éclipse de soleil, on va voir les étoiles en plein jour et on peut mesurer leur position et comparer cette région du ciel à ce qu'elle a l'air pendant la nuit. Et il a dit que la position des étoiles allait être déplacée par la courbure, une espèce d'effet de lentille. Donc, les étoiles, durant l'éclipse, vont apparaître plus loin par rapport au Soleil, positionné dans le ciel angulairement, que lorsqu'il n'y a pas d'éclipse. Ça, c'est avant l'observation. C'est avant, il a fait ça. Donc, et il avait prédit exactement la quantité. Et là, il y a eu trois expéditions pour aller observer, photographier l'éclipse de 1919. Et c'était mené par un astronome très connu, Arthur Eddington, un Anglais, et qui a finalement mené cette observation, pris des photos et très rapidement, on a déduit que le déplacement apparent des étoiles pendant l'éclipse correspondait exactement à ce que prédisait Einstein par effet de courbure de l'espace dû à la présence d'une masse. Donc, c'est une image très modeste. Donc, c'est une des choses dans le livre. Je présente des images. Les 30... Si on les voyait sans explication, on ne comprendrait pas nécessairement. Absolument. On ne comprendrait pas l'image. On dit une image vaut 1000 mots, mais cette image-là, sans mots, on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, ce qui est intéressant, l'image a été... Il y a eu des copies des plaques photographiques et elles ont été retraitées récemment et on a ressorti des images de meilleure qualité que celles de l'époque. Moi, je tenais à reproduire l'image dans la publication originale de cette observation. Évidemment, c'est une image en noir et blanc. Oui, absolument. Il n'y a pas de couleur là-dedans. Ouais. Alors, on poursuit notre épopée toujours dans le système solaire. Les premières images, on va dire, de très proches de Mars, en 1965, par Mariner 4. Et là, c'est
c'est comme une sorte de révélation. Ah, Tous les clichés qu'on pouvait avoir sur Mars tombent, mais seulement vraiment à partir de ce moment-là. Moi, je trouve l'épisode extraordinaire. Mars a toujours été l'objet de rêve des utopistes de science-fiction et tout. Là, tout est tombé à l'eau. Là. Il y a pas de martiens, il n'y a pas de végétation sur Mars, il n'y a pas de... Il n'y a pas de canaux non plus. Il n'y a pas de canaux. Et ça, c'est une espèce d'erreur cognitive, de perception qui est fascinante, d'ailleurs, que certains ont analysé, étudié. Quand on veut voir quelque chose, parfois on arrive à le voir. Même si l'observation des fameux canaux, de ces traits réguliers à la surface de Mars, était remis en question par beaucoup de gens, surtout ceux qui pouvaient observer Mars dans des meilleures conditions atmosphériques. Donc, arrive 1965, une des missions interplanétaires, une des premières, va frôler Mars, n'entrera pas en orbite, mais va prendre 22 clichés de Mars. Et j'en avais retenu une. Oui, j'en ai retenu une, numéro 22, je pense, ou une de celles-là, que j'avais reçue d'ailleurs peu après la mission, comme de la NASA. Vous avez envoyé, par la poste, c'est ça? On envoyait par la poste, nous, les petits fanatiques, on nous aimait bien. Et je l'ai gardée, je l'ai numérisée pour la mettre dans le livre. Et c'est un choc à l'époque parce qu'on s'attendait à ce que Mars ait des allures terrestres. Et là, tout d'un coup, on voit des cratères et on voit des montagnes, ça ressemble à la Lune. Donc, plus tard, on aura plus d'observations, donc on aura une vision plus atténuée d'un paysage, peut-être plus doux. Mais ce qui est intéressant, je me souviens de magazines qui parlaient de la mission Mariner 4 qui s'en allait vers Mars. Et j'ai encore chez moi des espèces d'esquisses de dessins en couleur montrant une espèce de représentation de Mariner 4 en vol vers Mars. Et Mars est montré avec des canaux. Et on est en 1965. Il y a encore des attentes qu'on va voir un patron régulier de structure sur Mars. On comprend la rupture ici. Là. Notre vision de Mars change complètement. Complètement. Donc là, ce qui change aussi, c'est que quand on va voir les mondes planétaires, même ceux tout proches de notre système solaire, quand on se rapproche, l'image va nous révéler des détails qui vont avoir à transformer complètement notre vision. Et de ça vont suivre plusieurs autres missions martiennes qu'on connaît maintenant. Et plus personne ne parle des canaux sur Mars. C'est complètement parti. On parle quand même beaucoup de Mars, par contre. Oui, mais plus personne parle de civilisation hypothétique sur Mars ou d'animaux spéciaux sur Mars. Et de Mars, on passe à Saturne. Saturne vu par Huygens. Est-ce qu'on peut dire que Huygens est une sorte de patenteux avant qu'on invente le terme? Christian Huygens et son frère Constantin, typique des grands chercheurs hollandais de l'époque, physiciens et astronomes. Huygens est génial. D'ailleurs, c'est lui qui va mettre au point la première horloge à pendule de très haute précision et il va contribuer à beaucoup d'autres découvertes et de systèmes de physique. Et Huygens est un astronome, il va mettre au point de meilleures lunettes, donc il va être un excellent polisseur de lentilles et un calculateur des optiques pour en faire des systèmes optiques de grande précision. Et on est à quelle époque, Huygens? On est en 1600, on va arriver, je pense, 1660 à peu près. Quelques décennies après Galilée. Oui, à peu près, quelques décennies après Galilée. Galilée est décédé depuis en 1642. Donc, Huygens est intrigué par Saturne et parce que les télescopes n'étaient pas de bonne qualité, les gens voyaient Saturne soit comme un objet avec 2 lunes. Vous voyez pas encore les anneaux? Pas du tout. Et parlait, même Galilée, je pense, il parlait d'un système avec des oreilles. Donc, et c'était dû, en fait, à la mauvaise qualité des... Et donc, Huygens, qui, observant Saturne, va découvrir d'ailleurs une lune très importante, Titan. Huygens va va observer Saturne pendant plusieurs années. Donc, il va avoir découvert que c'est un système, un anneau. Il pense que c'est un seul anneau. C'est pas trop si c'est solide, etc. Donc, il va finalement montrer que aussi l'apparence de Saturne va changer dépendant de la position respective de la Terre et de Saturne qui orbite autour du Soleil, la Terre en 1 an et Saturne en 30 ans. Donc, on va voir, même sur une période de quelques années, que l'apparence des anneaux va changer. Donc, il va déduire un peu que c'est un système plat. Mais la contribution, pourquoi c'est une image de rupture? C'est parce que c'était toujours dans l'idée que les objets cosmiques
sont des sphères. La sphère, c'est la forme parfaite. Même Copernic le disait. Il n'y a rien, une sphère, tout système. Copernic donnait l'exemple d'une goutte d'eau. Une goutte d'eau se met en boule. Toutes les formes de la physique cherchent à mettre les choses en boule. Et arrive Huygens, il dit non, il y a d'autres formes et qui peuvent être dynamiquement intéressantes, et c'est la forme de cet anneau, qui plus tard va montrer que ça ne peut pas être un seul anneau solide, que ça va être un système d'anneaux multiples, et en fin de compte, ça va être le physicien Maxwell qui va dire, en fait, ce n'est pas des anneaux, c'est une quantité innombrable de petits corps de l'ordre du millimètre à quelques mètres, qui sont tous en orbite autour de Saturne. Puisque vous parliez de Titan tout à l'heure, vous-même, vous l'avez observé. Vous nous racontez ça dans le livre. Ah oui, Titan, revenons-y, la Lune. Donc, c'est la seule Lune autour d'une autre planète qui a une atmosphère. Donc, une atmosphère qui est surtout du méthane et du CO2. Et c'est une planète qui a un volcanisme qu'on appelle... Vous êtes planète, c'en est presque une, même si... Presque, oui. D'ailleurs, son atmosphère est très dense parce que c'est très froid et tout. D'ailleurs, ça va être facile de... D'ailleurs, la sonde dite Huygens, envoyée par l'Agence européenne de l'espace, a descendu par parachute pendant plusieurs heures aidé par cette atmosphère très dense. Donc, revenir, c'est que c'est une Lune très active. Beaucoup plus grosse que la Lune en passant. C'est une Lune très active et à l'intérieur de laquelle, probablement dû aux forces de marée engendrées par l'interaction avec Saturne, l'intérieur est comme un peu là, est comme tordu, plissé et chauffe l'intérieur, et il y a des éjections, donc on appelle ça cryovolcanisme, des geysers de méthane. Des geysers froids. Des geysers froids, mais dans l'infrarouge, ils sont plus chauds, donc on les voit en contraste. Donc, quand j'étais à Gemini, on avait un programme pendant plusieurs mois où on observait, avec un système d'optique adaptative, on observait justement l'activité de volcanisme cryogénique de méthane sur la Lune de Titan. C'est une observation. Chaque début de nuit, en gros, on mettait à peu près une demi-heure, puis on prenait une image, on faisait la météorologie de Titan. Et vous étiez, là, vous faisiez de l'observation, ce qui se fait presque plus maintenant, là. Vous étiez au haut d'un télescope. Oui, mais en fait, on ferait la même chose aujourd'hui, mais tout est télécommandé de la base d'observation. Même à l'époque, c'était quand même... Quand on faisait ça, si moi j'étais au sommet, un autre de mes astronomes, l'astronome qui était en charge de ce programme-là, il venait chaque soir, c'est lui qui contrôlait les instruments à partir à 100 km plus bas et plus à l'est d'où on était. On passe à Pluton, qui, depuis 2006, a changé de statut, mais avec l'image numéro 8 qu'on a beaucoup vue il y a quelques années, donc prise par la sonde New Horizons, on aurait presque envie de lui redonner son statut tellement cette photo-là a été tellement révélatrice. C'est un monde plein de surprises. On n'avait aucune idée de ces petites planètes naines. On les savait faites de glace, mais on n'avait aucune idée de ce qu'elles avaient l'air, entre guillemets, quel type de géographie, de topographie elles pouvaient avoir. On les imaginait comme des boules de glace, assez lisses, etc. Et non, pas du tout. D'abord, il y a des montagnes, il y a des montagnes de glace, il y a des plaines, donc il y a quelque chose. Et ça, on le savait d'observation, fait d'ailleurs par mes collègues à Gemini à l'époque, que il y avait comme une activité qui régénérait la surface sur une période de quelques millions d'années. Donc, l'eau peut exister, c'est surtout du méthane, même des oxydes d'azote qui sont sous forme solide, mais il y a des phases liquides qui se passent, il y a des épanchements, et on a vu ces grandes plaines, entre autres la plaine Spoutnik, quand on a le nom d'un satellite artificiel très célèbre. Donc, on a reconnu une géographie absolument extraordinaire, et on l'a. Vu que la sonde New Horizons ne faisait que passer, on a des images de seulement quelques heures. Et ça nous a révélé un monde maintenant. On sait de quoi peuvent avoir l'air ces bêtes-là à la périphérie du système solaire. Planète naine,
c'est en effet une autre catégorie dans notre système solaire. Je pense c'est toujours une planète, sauf que ça appartient pas aux planètes dites régulières comme les autres qu'on connaît bien. Vous parliez de Gemini tout à l'heure. Pour nos auditeurs, il faudrait peut-être préciser ce que c'est. C'est un observatoire. Donc, Gemini, c'est un grand observatoire international qui a 2 télescopes. Un dans l'hémisphère nord, à Hawaï, un dans l'hémisphère nord, au Chili. Donc, on voit l'hémisphère sud, excusez-moi. Donc, on peut observer les 2 hémisphères. Et des télescopes équipés, en particulier pour être capable de bien observer dans le domaine infrarouge, où on peut appliquer la technique d'optique adaptative qui corrige en temps réel pour la turbulence atmosphérique et nous donne des images équivalentes à ce qu'on aurait en ayant le télescope dans l'espace. Dans l'infrarouge, dans le domaine visible, ce n'est qu'en allant dans l'espace qu'on peut faire ça. Vous avez beaucoup travaillé au Gemini, c'est ça? Oui, j'ai passé 9 ans, donc 6 ans à Hawaï et 3 ans au Chili. Donc, je n'étais pas le seul, on était plusieurs techniciens. Toujours plein de colonies de scientifiques autour de ces observatoires. Exactement, oui. Donc, et c'était pour ce genre de programme, c'était des télescopes qui opéraient d'une façon extraordinaire. On ne pouvait pas observer en détail comme on le fait avec une sonde qui s'approche ou même qui va atterrir à la surface, mais on pouvait prendre des observations, entre autres, de spectroscopie qui complétaient bien les images qui ont été obtenues plus tard de ces mondes-là, comme Titan et comme Pluton, et Charon, la lune de Pluton. On a presque fini notre voyage dans le système solaire. On va parler maintenant de l'image numéro 9. Il ne faut pas oublier notre numérotation. Alors, c'est 67P, également appelé Churyumov-Gerasimenko ou Tchouri pour les intimes. Et vous parlez, bon, vous montrez évidemment les images que Rosetta a prises, là, mais vous parlez de la fascination aussi légendaire que l'humanité a pour les comètes et dans de nombreuses cultures. Ça, c'est intéressant parce que on avait toutes sortes, on savait pas trop ce que c'était, donc on s'imaginait plein de choses. Et vous reniez pas ce qu'on pourrait appeler la poésie de ces descriptions-là. Oui, absolument. D'ailleurs, je donne quelques citations. Donc, les comètes sont connues depuis l'âge de l'humanité parce qu'une comète, il y en a peut-être une belle visible tous les 10 ans. Et il faut être dans le bon hémisphère aussi. Ça peut donner un spectacle absolument extraordinaire dans le ciel. La dernière, en fait, je la rapporte ici. J'étais au Chili à ce moment-là. C'est en début 2007, la comète McNaught. Donc, qui était extraordinaire. Donc, les comètes ont été importantes parce qu'on a souvent associé les comètes, le passage de comètes à des tragédies, à des catastrophes, à des guerres, etc. Donc, parce que probablement qu'il y avait suffisamment de comètes pour correspondre avec toutes sortes le grand nombre de fléaux qu'il pouvait y avoir. Exactement. Donc, c'est un peu dommage qu'il y avait cette association-là. Et d'ailleurs, c'est une des choses que finalement, l'arrivée de l'astronomie moderne dans les années, je dirais même 1500 avec Tycho Brahe, et ensuite, surtout dans l'âge d'or du 17e siècle, d'abord, on s'est rendu compte que c'était des objets qui étaient des petits objets. On ne savait pas trop la grosseur physique réelle. On l'a réalisé plus tard. Ce sont des petits noyaux de glace de 10 à 20 km de diamètre, même si leur queue, qui est l'évaporation de cette glace et des poussières qui s'en détachent, peut former des queues faisant jusqu'à 500 millions de kilomètres. D'où leur aspect qui peut être très impressionnant dans le ciel. Elles sont passagères, elles ne font qu'on passer. Dans ce cas-ci, ce sont les humains par la voie d'une sonde qui sont passés là, et vous avez retenu donc une des nombreuses photos que Rosetta a pu prendre. Ça démystifie complètement les comètes. En plus, c'est que il y a eu un petit robot qui s'est détaché de la sonde qui a atterri. Heureusement et malheureusement, il a fonctionné que pendant 1h30, mais il nous a donné des données absolument extraordinaires, entre autres sur la composition de la comète. Et Rosetta était en orbite autour donc fait des observations qui ont transformé, moi je dirais, notre vision des comètes, ces petits corps. D'abord, on s'est rendu compte que, alors qu'on les considérait un peu comme l'analogie qu'on faisait des tas de neige sale. On s'est rendu compte, en fait, que la saleté, entre guillemets, il y avait un contenu rocheux beaucoup plus grand par rapport aux glaces que ce qu'on avait imaginé auparavant. Auparavant, on pensait que c'était
essentiellement des objets de glace. Donc, ça, c'est changé. Ensuite, on a fait des études, on a établi des compositions chimiques avec une grande précision. En particulier, on a établi le rapport eau lourde à eau normale, dite eau légère. Et on a mesuré là d'une façon irréfutable que le rapport d'eau lourde à eau légère est de 3 fois celui qu'on observe sur la Terre. Donc, ce qui finalement nous amène à mettre de côté l'hypothèse que l'eau qu'on a sur Terre proviendrait des comètes. Elle proviendrait plutôt des astéroïdes. On va terminer notre petit voyage du système solaire par la photo que Dan a prise de Cérès. C'est un peu, on va dire, dans la même génération d'images que celle de Pluton, là, à peu près au même moment. Ouais. Donc, c'est intéressant. C'est que après avoir finalement envoyé des sondes spatiales pour explorer Mars, Vénus et aussi Mercure et les grosses planètes, dans les dernières années, on s'est concentré sur les petits corps du système solaire, dont Mercure aussi à la périphérie. Et des petits corps, il y a les comètes dont on vient de parler et aussi les astéroïdes. Les astéroïdes, eux, on ne savait pas qu'ils existaient. Ce sont des nouveaux arrivés dans le paysage du système solaire. Il y a eu moins de mythes autour des astéroïdes. Il n'y en a pas eu de mythe. C'est au milieu du 19e siècle, par un astronome du nom de Piazzi, qui pensait avoir découvert une nouvelle planète, était tout fier. Il a trouvé cet objet, entre autres, le plus gros des astéroïdes aujourd'hui, qui est Cérès, qui fait partie d'une grande famille d'astéroïdes, des millions qui orbitent entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Et ici, ça a été aussi, je dirais, une révélation, ces images. Non seulement les images, mais l'analyse qu'on en a fait. On s'est rendu compte qu'un objet comme Cérès, qu'on considérait à l'origine comme étant constitué surtout de matières rocheuses, de minéraux, de roc, avait un contenu en eau beaucoup plus élevé. Donc, c'est l'inverse que pour les comètes. On trouve que les comètes sont plus rocheuses, sont toujours à dominance de glace, mais leur contenu rocheux plus grand. Avec les grands astéroïdes comme Cérès, on trouve le rapport contraire. On les imaginait essentiellement rocheux et on les trouve très riches en eau et en glace. Et d'ailleurs, Cérès, qui n'a que 900 km de diamètre, la Terre a 12 000 km, la Lune à peu près 3 600 km. Il y a plus d'eau sur Cérès, qui a son diamètre de 900, qu'il y en a sur toute la Terre. Donc, elle est riche en eau. Donc, l'eau vient de là. Pas de Cérès, mais de tous ces petits compagnons astéroïdes. Donc, une vision, je dirais, transformée de ces mondes-là, surtout avec les images qui ont été prises. J'en montre plusieurs dans le livre. D'ailleurs, j'ai un petit tableau, une espèce de petit album. Structure géologique extraordinaire, des cratères, des coulures de saumure, de quelque chose, et on a mesuré la composition chimique. Donc, des mondes très, très actifs par rapport à ce qu'on imaginait. Et il faut, tant pour les comètes, c'est différent un peu. Tant pour Pluton que pour les astéroïdes, on les voyait jusqu'ici plutôt comme des points lumineux. Un grand télescope sur Terre va pouvoir en faire une image maintenant à l'aide des techniques d'optique adaptative que j'ai décrit brièvement tantôt. Mais tout d'un coup, on voit quelque chose. On n'est plus aveugle. On voit que ce sont des mondes avec une richesse géologique inattendue. Alors, on passe maintenant, Jean-René Roy, dans la Voie lactée. On est toujours chez nous,
mais on sort du système solaire. Oui, on était avec le système solaire, là, les objets les plus distants sont... la lumière ne nous parvient qu'après au maximum quelques heures. Là, on va faire un bond où la lumière prend des années, et des centaines d'années, même des milliers d'années à nous parvenir. C'est le monde des étoiles. Et les images aussi changent beaucoup parce que c'est là qu'on voit, vous en parlez beaucoup, c'est là qu'on voit le rôle fondamental de l'astrophotographie et de ce qui était utilisé à l'époque. Et vous avez connu ça, vous allez nous en parler, des plaques photographiques en verre. Absolument, oui. Donc, dans les images là, du système solaire, il y a beaucoup de ces plaques-là. Oui, il y a beaucoup en fait parce que l'astronomie d'ailleurs, l'astronomie dite stellaire ou à plus grande échelle, va véritablement vivre un envol avec l'arrivée de la photographie. Pourquoi? Parce que la photographie va pouvoir enregistrer des niveaux de lumière beaucoup plus faibles que l'œil. Donc, 10 fois, 100 fois. La photo, il s'agit de l'exposer longuement. Il y a des trucs pour faire en sorte qu'elle ne sature pas. Et on va pouvoir aller voir des objets invisibles à l'œil nu regardant à travers un télescope. À partir de 1880 quelque chose, 83, la photographie va avoir été développée disons, suite à des premières techniques comme les daguerréotypes, à quelque chose qui va devenir sensible. Au début, les astronomes n'aimaient pas. Ils pensaient que c'était un gadget, cette affaire-là. Puis, les gens s'y fiaient pas. Est-ce que ce qu'on voit sur l'émission photographique est vrai ou faux? Toujours les mêmes débats qu'il y a quand une nouvelle technologie apparaît. Toujours beaucoup de scepticisme. Comme pour Galilée, comme pour Newton, quand il a décomposé la lumière en couleur, on dit qu'est-ce que c'est? C'est l'instrument qui fait le truc que tu prétends voir et non pas la réalité. Et la photo là, prise par Edward Barnard en 1905, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi vous l'avez gardée, celle-là? Celle-là, c'est, encore une fois, jusqu'au début du 20e siècle, et Barnard va être un des pionniers pour nous montrer que l'espace n'est pas transparent. Donc, on avait toujours cette espèce de vieux relent d'aristotélisme des sphères pures, parfaites, que l'espace était pur. Il y avait des étoiles, il y avait des planètes, mais entre, il n'y a rien. C'est purement transparent. Et Barnard va montrer que les régions qu'on voit dans la Voie lactée, même à l'œil nu, la Voie lactée n'est pas une bande continue. Si vous regardez avec attention, vous allez voir que la Voie lactée paraît avoir des trous dedans. Donc, il y a des gens qui parlaient, oui, c'est un endroit, il n'y a pas d'étoiles, il y a un trou, entre guillemets, dans l'espace. C'est un endroit où on parlait même d'abysse cosmique. Et Barnard a montré avec un collègue européen, allemand, Max Wolf, que ces régions-là ne sont pas absence d'étoiles, mais plutôt trahissent la présence de poussière obscurcissante qui bloque la lumière. Un peu comme un nuage au coucher du soleil, où la poussière va empêcher qu'on voit le soleil. Le soleil ne disparaît pas, là. Il est toujours là, c'est juste qu'il est caché par un masque que sont les nuages. Donc, Barnard a montré faisant une espèce d'atlas de toutes ces régions assombrissantes, qu'elles étaient signes de présence, non pas de trous dans le ciel, de trous à travers les étoiles, mais de nuages qui contenaient des microparticules, toutes fines. Et on sait aujourd'hui, on appelle ça les poussières interstellaires. Elles sont grosses comme les toutes petites poussières, par exemple, qui sortent d'un tuyau d'échappement d'une voiture. Donc, elles ont à peu près une fraction de la largeur d'un cheveu, mais elles sont suffisantes en agglomération en grands nuages pour bloquer la lumière des objets plus loin. Et ça, avant le 20e siècle, on ne connaissait pas ça? Non. On voyait ces zones-là, mais les techniques étaient telles qu'on enregistrait des étoiles, mais les discontinuités apparentes, on parlait de vide. Et même William Herschel parlait de vide, de régions du ciel où il y a moins d'étoiles. On va poursuivre, évidemment, on n'aura pas le temps de faire toutes les 30 images, une après l'autre, comme on voudrait. On va prendre les plus parlantes, si on veut. Et c'est la suivante, la numéro 12. Cette photo, vous parlez de 1883, c'est la nébuleuse d'Orion.
Laurise, par un astronome amateur, Andrew Aisley Common. Vous revenez souvent sur cette photo. Elle est extraordinaire. D'abord, le personnage. Common fait partie de ce qu'on appelle en anglais, il dit grand amateur, les grands amateurs. Souvent des hommes d'affaires qui avaient une passion. Et quand ils ont pris leur retraite, ont décidé de consacrer leur loisir. C'est un beau hobby. C'est un beau hobby, à soit la géologie ou à l'astronomie. Et monsieur Common était dans la plomberie et des trucs à l'époque de l'industrialisation de l'Angleterre et il avait des moyens, donc il a construit des télescopes qu'il mettait dans sa cour et tout. Et en plus, contrairement aux astronomes qui boudaient la photographie, M. Common, il dit, moi, la photographie, je vais l'utiliser, puis je sais comment le faire. Et il avait d'ailleurs un télescope avec la nouvelle technologie des miroirs, non plus des lentilles, des miroirs, mais non pas des miroirs en métal, comme c'était le cas auparavant, mais des miroirs en verre. Le télescope Crossley. C'est ça. Donc, un miroir en verre, un des premiers, bien poli, avec une surface réfléchissante Et il a pris une photographie magnifique de la nébuleuse d'Orion, un nuage de gaz situé à 1500 années-lumière de nous, qui est excité par des étoiles très chaudes. Et sa photo est bonne, elle est très remarquable, même dans nos standards d'aujourd'hui. Mais ce qu'il a montré dans sa communication, et on lui a donné une médaille, la Royal Astronomical Society, très très sérieuse, lui a donné une médaille pour son image. Il a montré pour la première fois que la photographie enregistrait des étoiles qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu à travers le télescope et aussi, plus important, des structures beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées. Donc, il a produit des images qui allaient beaucoup plus en profondeur que tout ce qui avait été fait en croquis par tous les astronomes précédents. Donc, il a mis non seulement en vedette ces objets que sont les nébuleuses et pour lesquels on se posera beaucoup de questions sur la nature, parce qu'on verra qu'il y a deux catégories principales. Mais il a mis, je dirais, finalement, sur la scène, la photographie comme moyen extraordinaire de sonder l'univers et de produire des images. Il a mis aussi en scène Orion, qui est devenu très populaire en astronomie, notamment chez les amateurs, parce que facile à observer. Quoi. Oui, et populaire chez les amateurs, populaire chez les astronomes. Toutes les fois qu'on regarde Orion avec une nouvelle technique, dans un nouveau domaine de longueur d'onde, on découvre de quoi. C'est un de ce que j'appelle les working objects, les objets de travail. On retourne toujours à ces types d'objets et surtout quand on a une nouvelle technique et on découvre quelque chose de nouveau parce que c'est un milieu très, très riche de densité relativement élevée de gaz et de poussière qui est chauffé par des étoiles très, très jeunes, des étoiles qui n'existent là que depuis 100 000 années, par exemple. On poursuit donc, et là, j'ai vu votre conférence qui est un peu le reflet de votre livre, bien que évidemment il faut absolument prendre le livre et avoir le temps de le regarder. Et vous aimez beaucoup parler de radioastronomie. Et la photo numéro 13, c'est H.L. Tauri vu par une espèce d'ensemble de télescopes, enfin qui sont des radiotélescopes. Au Chili, ALMA, c'est un acronyme pour une espèce de complexe de paraboles qui se déplacent sur des rails, c'est ça. Et la radioastronomie, c'est pas évident de comprendre ça pour le commun des mortels, mais vous faites un devoir de nous en parler. Oui, en fait, la radioastronomie, c'est pas sorcier, c'est comme de la lumière, mais à des longueurs d'onde plus longues, beaucoup plus longues. Disons que la longueur d'onde de la lumière, là, c'est à peu près 1 micromètre, donc 1/100 de la largeur d'un cheveu, la longueur d'onde caractérise. Et les longueurs d'onde plus grandes auxquelles on fait allusion, ce sont des longueurs d'onde dans le domaine radioélectrique, on raccourcit ça à radio, là. Ce sont toujours des ondes électromagnétiques, comme la lumière, comme les rayons X, comme les rayons gamma, comme les rayons ultraviolets. Donc, les ondes radio sont plus longues, donc elles ont été plus difficiles à quelque chose capter, détecter, enregistrer. Il a fallu avoir les techniques radio mises au point pour
la propagation pour la télégraphie sans fil, qui était un peu à l'origine de la radioastronomie, de bien des manières. Ça arrive un peu par hasard. Hein? Oui, tout ça est arrivé, puis en même temps, avec le développement de la Deuxième Grande Guerre, l'invention du radar, etc. et tout, on a mis au point des systèmes pour produire des ondes radio et les enregistrer d'une sophistication extrême. Donc, il y a quand même des gros problèmes avec l'observation radio. Donc, vous avez fait allusion à l'instrument ici utilisé pour observer ce fameux système HL Tauri. Donc, c'est le numéro de l'étoile dans la constellation du Taureau à laquelle on fait affaire ici. Donc, ALMA, c'est Atacama Large Millimeter Array. Array parce que c'est 64 radiotélescopes, chacun de 15 mètres de diamètre, qu'on peut répartir soit très proches, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, ou jusqu'à 30 kilomètres l'un de l'autre. Et tout ça, ces objets-là se concentrent sur le même objet. Tous ces antennes-là regardent le même objet en même temps pendant une certaine période, 1 heure ou 2. Donc, ce qu'on fait ici, je n'irai pas dans le détail, j'en parle un peu dans le livre, c'est que vous faites comme un télescope qui aurait un miroir de 30 km, quand je parle de 30 km, observant dans des ondes ici millimétrées de longueur d'onde. Mais vous n'avez pas une surface remplie. Vous avez 64 petites assiettes de 15 mètres de diamètre. Mais il y a une façon de les combiner et de traitement de signaux après pour produire des images comme on les voit en photographie, en lumière visible. Mais le processus est nettement plus compliqué et il faut aller au livre pour comprendre un peu mieux. Mais le point principal ici, c'est que c'est une technologie extraordinaire. ALMA, d'ailleurs, c'est le projet d'observatoire au sol le plus sophistiqué, le plus coûteux au monde. Donc, il remet ensemble les ressources des États-Unis, des pays européens et de Taïwan et du Japon. Pour ce système de 1,5 milliard de dollars, donc qui est au nord du Chili, la très haute altitude. On va rester au Chili puisque une des images un petit peu plus loin, c'est Omega Centauri, observé par l'observatoire La Silla au Chili. Ça, c'est un observatoire plus classique. Oui, absolument. Là, on revient à nos bons télescopes normaux qui observent dans le domaine visible et on revient à une sorte d'objet connu depuis un certain temps. Même Oméga du Centaure avait été noté dans le ciel par Ptolémée. Donc, il ne savait pas que c'était pas une étoile, c'est un regroupement d'étoiles. C'est ce qu'on appelle des amas globulaires. C'est un amas, c'est les plus gros rassemblements d'étoiles qu'on observe dans notre galaxie et ces systèmes dits amas globulaires sont en orbite autour de notre galaxie, autour du centre de notre Voie lactée. Et on en a à peu près 150. Et Oméga du Centaure, c'est le plus gros, mais aussi le plus curieux, le plus... Très spectaculaire aussi. Très spectaculaire. On le voit avec une paire de jumelles, c'est extraordinaire. Et quelle que soit la grosseur du télescope, on voit de plus en plus de détails, mais un des plus beaux objets à voir au télescope, en fait. Et même une paire de jumelles, comme je viens de le mentionner. Et il y a beaucoup d'étoiles autour aussi. Il y a beaucoup d'étoiles. Et ce qui est important, les amas globulaires, ce qu'ils nous ont donné, c'est nous donner une façon extraordinaire de mesurer la dimension de notre Voie lactée. Ça s'est fait au début du 20e siècle. Et comment c'est que, on l'a mentionné plus tôt, quand on regarde à travers... Notre Voie lactée, c'est une pizza. C'est un plan qui a à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. Et la pizza, à peu près, juste quelques milliers d'années-lumière. Et on est en plein dedans. Et comme Barnard nous l'a montré, il y a beaucoup de poussière. Donc, on ne peut pas voir à travers la Voie lactée. On n'avait aucune idée jusqu'où ça s'étendait, cette affaire-là. Et c'est un astronome, Arlo Shapley, qui a dit je vais y aller indirectement, je vais regarder ces objets que sont les amas globulaires. Eux autres, c'est comme, en gros, des objets qui sont en orbite, mais hors du plan de la Voie lactée. Donc, eux, on regarde en dehors du plan, on peut les observer et mesurer leur distance. Et en regardant ce système-là, il s'est rendu compte qu'il était en orbite, qu'il formait un système pour lequel on pouvait définir un centre. Et là, il a déduit la distance du Soleil au centre de la Voie lactée en regardant le centre autour duquel semblait orbiter, et il avait raison, tout cet ensemble d'amas globulaires. Donc, les amas globulaires ont été quelque chose d'extraordinaire pour nous révéler la structure de la Voie lactée. Sans faire appel à la radioastronomie maintenant qu'on peut utiliser, parce que la radioastronomie, les longueurs d'onde sont plus longues, on peut voir à travers la poussière.
On va terminer ce petit voyage dans notre galaxie, la Voie lactée, par une explosion de supernova assez particulière, notamment parce qu'elle a été observée par une ville qui a participé à l'observation. Vous le racontez dans le livre, c'est la supernova 1987A. Racontez-nous cette histoire de Sydney qui va contribuer pour permettre aux gens de regarder. Oui. Bon, les supernovas dans l'univers, elles sont ultra fréquentes. On dit que c'est une supernova. Qu'est-ce que c'est? C'est une étoile très massive qui a une crise d'énergie au centre et qui explose par implosion, en fait, et émet un flash lumineux absolument extraordinaire. Probablement pendant quelques semaines, elle émet autant de lumière que les milliards d'étoiles de la galaxie. Donc, c'est assez visible. C'est assez visible. Donc, la dernière supernova qui aurait eu lieu dans notre Voie lactée aurait eu lieu en 1604. Donc, ça fait pratiquement plus de 400 ans. Donc, on n'en a pas eu d'autres. On devrait en avoir une tous les 100 ans, donc on est à court. Mais on a eu une espèce de petit avant-goût en 1987, lorsqu'une supernova a explosé dans un satellite, une petite galaxie satellite de notre Voie lactée, qu'on appelle le Grand Nuage de Magellan, qui est à 150 000 années-lumière. Donc, qui est visible seulement que de l'hémisphère sud. Qui est visible seulement de l'hémisphère sud. Un très bel objet, d'ailleurs, si vous allez à l'hémisphère sud. Et donc, supernova, et la galaxie est suffisamment proche que la supernova a été visible à l'œil nu à partir de l'hémisphère sud. Donc, entre autres, vous faisiez référence à Sydney, la grande ville de l'Australie, et la ville éteignait toutes les lumières publiques pendant plusieurs semaines pour permettre aux gens de voir la supernova à l'œil nu, parce qu'au fond, la supernova n'était comme une étoile, pas des plus brillantes dans le ciel, mais les gens qui connaissaient leur ciel pouvaient la voir. Donc, on pouvait voir, et surtout avec les lumières publiques éteintes, on pouvait voir la supernova. C'était l'occasion aussi de faire une découverte sur les neutrinos. Là, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais donc c'était pas juste spectaculaire, c'était aussi intéressant. La signification était extraordinaire parce que ça faisait longtemps qu'on savait que lors d'une implosion, tous les noyaux atomiques au centre de l'étoile, qui avaient été formés par fusion thermonucléaire pendant la vie de l'étoile, tout ça, à la fin, parce que la température atteint des milliards de degrés au centre de l'étoile. Donc, il y a beaucoup de radiation gamma et ces rayons gamma vont détruire les noyaux de fer, de cobalt. Donc, on appelle ça la photodésintégration et ça va les détruire, les transformer en noyaux plus petits, comme des noyaux d'hélium. Ensuite, en protons et en neutrons, et ce faisant produire une quantité colossale de neutrinos. Neutrinos qui interagissent très, très peu avec la matière, mais s'il y en a beaucoup, on pourra en capter quelques-uns. Et au même moment de l'explosion de la supernova, comme on a observé dans un observatoire de neutrinos du Japon, à Kamiokande, un petit sursaut de 11 neutrinos. Et d'ailleurs, c'est vraiment remarquable. C'est surtout aussi le timing qui était correspondant, qui nous permet d'attribuer ce petit pouf de neutrinos à l'explosion de la supernova. Donc, et ensuite, cette supernova, on continue à l'observer aujourd'hui. Là, on nous a montré que, et d'ailleurs parce qu'on pouvait l'observer, elle était proche, contrairement aux autres qui sont toujours à des millions d'années-lumière. On a pu observer aussi des phénomènes associés à l'onde de choc, les gaz qui se propagent à 10 000 km par seconde autour de l'étoile, et entre autres la formation et de certaines poussières qu'on avait prévues. Donc, l'observation de cette supernova a créé une vraie révolution dans le sens de nous emmener à comprendre des phénomènes complexes comme on n'avait jamais fait.
passe maintenant dans le monde des galaxies. Donc, on a quitté la Voie lactée, mais bon, évidemment, on n'est pas loin. On est chez nos voisins. Et là, on passe à l'image numéro 20, qui est ce que vous avez appelé votre image. On le saura à la fin du livre, mais quand on arrive, on comprend pourquoi. Quand on retourne après le lire, donc ce qu'on appelle le Messier 51. C'est une image qui avait été prise par William Parsons. Et pourquoi c'est votre préféré? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez mise avec d'autres, là? Mais c'est la numéro 20, mais c'est votre préféré. En fait, pourquoi? Parce que depuis toujours, dans l'histoire de l'humanité, on voyait des planètes. On ne savait pas trop qu'est-ce que c'était, mais on imaginait un monde de planètes. On voyait des étoiles. Et même les anciens Grecs imaginaient ces étoiles comme étant des soleils avec des planètes, avec des civilisations et tout. Donc, on avait une vision du monde depuis quelques millénaires, de planètes et d'étoiles. Et là arrive cet objet qui a une forme spirale, qu'observe William Parsons. On est en quelle année? 1850. Donc, et on est toujours au dessin, hein, on est au croquis. Et Parsons vient de mettre au point un grand télescope qui a 1,50 m de diamètre, 1,80 m de diamètre, et avec miroir métallique et tout. Donc ça, c'est gros pour l'époque. Ah, c'est énorme pour l'époque. Et il était de bonne qualité. Parsons était extraordinaire. Et il le polissait souvent et tout. C'était du métal, donc il s'oxydait, donc il le polissait continuellement. Et il avait aussi mis au point une technique d'observation avec une équipe qui correspond un peu aux approches des grands observatoires modernes. Il savait comment faire marcher un centre de recherche à cette époque-là. Donc, il dit, j'ai mon nouveau télescope, je vais repasser certains objets, entre autres ce qu'on appelait nébuleuses. Et il va voir celui-ci qui est nébuleuse dans la constellation des chiens de chasse, qu'on appelle Messier 51 dans le catalogue d'un astronome français qui avait identifié ces objets-là. Et il observe et il dessine, et je montre l'image, le croquis qui a été fait, un peu les grandes idées, il observe la forme spirale. Donc, encore une fois, il vient de casser une autre vision des sphères. Il y a quelque chose qui a une autre forme à laquelle on ne s'attendait pas. J'ai pas vu ça avant. Ouais, on n'a jamais vu ça avant. Donc, mais il ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quelle distance c'est, ce qui est un problème, un sacré problème. Et ça va prendre à peu près 50 ans avant de clarifier ça. Mais il vient d'ouvrir une porte extraordinaire, le monde des galaxies. Donc, ce monde-là, contrairement au monde des planètes, au monde des étoiles, même au monde des exoplanètes auxquels rêvaient les philosophes matérialistes grecs, jamais personne a imaginé qu'il pouvait y avoir d'autres systèmes comme celui qu'on imaginait et d'autres systèmes en exemplaires innombrables. Autrement dit, on pensait que la Voie lactée, c'était l'univers, quoi. C'était, oui, jusqu'au début du 20e siècle. Grand débat. Tantôt, j'ai parlé de Arlo Shapley qui a étudié les hémoglobulaires. Jusqu'en 1920, Shapley, lui, l'univers, c'était une super Voie lactée. Tous ces objets, comme ce que va observer et dessiner William Parsons dans M51, ça faisait partie de la Voie lactée. On était juste un petit peu loin. Mais on ne les imaginait pas comme d'autres. Certains avaient spéculé, comme Immanuel Kant, que c'était ce qu'ils appellent les univers-îles, d'autres mondes, mais c'était une spéculation. Mais je dirais que William Parsons met sur pied ce qui va devenir l'astronomie extragalactique. Parsons ne sait pas. Et il hésite tout le temps à spéculer. Il dit, moi, je peux décrire tout ce que c'est très bien ce que je vois, mais je ne me lance pas dans la spéculation de ce que ça peut être. Il dit, je suis un ingénieur, j'essaie de faire les meilleures observations possibles. Est-ce qu'on peut dire que ces spéculations dont vous parlez, c'est un petit peu aussi le début, parce qu'au début du 20e siècle, c'est la naissance de ce qu'on appelle maintenant l'astrophysique. On se permet d'y aller de théorie à ce moment-là. Oui, mais... Ce qu'on n'osait pas faire. Non, je pense que, écoutez, à ce moment-là, la spéculation allait bon train et était plutôt effrénée. Par exemple, les galaxies spirales,
correspondait un peu au modèle de ce qu'on appelait de formation des systèmes planétaires via l'hypothèse nébulaire, mise de l'avant encore par Emmanuel Kant, philosophe, et Pierre-Simon de Laplace. Comment on forme un soleil avec des planètes autour, une espèce de système qui se condense, puis qui, justement, va donner peut-être une forme de système solaire, mais en ayant une apparence de spirale au moment de sa forme. Donc, tout le monde s'est mis à spéculer on voyait un système solaire en formation. Ça spéculait, et c'est ça auquel résistait William Parsons. Non. On ne sait pas, on n'a aucune idée. Il faut déterminer à quelle distance sont ces objets avant de se lancer dans toute interprétation. On va poursuivre de Messier 51 à Messier 31. Et ça, c'est une image de rupture encore, comme vous la qualifiez, prise par Hubble, mais pas Hubble, le télescope spatial, le monsieur Hubble. Monsieur Edwin Powell Hubble. Donc, pour faire suite à ce qu'on vient de dire, Parsons nous disait, on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas une meilleure idée des propriétés de cet objet et de leur distance. Et Hubble va arriver en 1924, travaux, il va établir la distance d'un de ces objets, pas un Messier 51, mais un plus proche, qui est la grande nébuleuse d'Andromède, qui devient la grande galaxie d'Andromède, qui avait été observée pratiquement 1000 ans plus tôt par un astronome perse du nom de Al-Soufi, dont je parle dans le livre. Donc, l'apport de Hubble en imagerie, il a enregistré des étoiles qui varient, des étoiles de type variable. Et ces étoiles, entre autres de type céphéide, ont un cycle de luminosité, de variation lumineuse qui avait été établi pour des étoiles de notre propre Voie lactée et des nuages de Magellan, où a lieu la supernova de 87. Donc, on connaissait bien ces étoiles-là. Il les a reconnues dans la grande nébuleuse d'Andromède, la galaxie d'Andromède, et il a regardé ses propriétés de variation lumineuse. Donc, elles paraissaient avoir le même cycle de fluctuation en luminosité sur plusieurs jours, mais elles avaient l'air beaucoup moins brillantes parce qu'elles étaient plus loin. Et il a fait une règle de 3 et il a dérivé la distance à la grande galaxie d'Andromède, aujourd'hui 2,5 millions d'années-lumière. Donc, bien en dehors de la Voie lactée de 100 000 années-lumière. Et il a observé maintenant aussi des céphéides dans d'autres types de galaxies, qu'on appelait nébuleuses extragalactiques. Et Hubble, par imagerie, en repérant des étoiles familières ici, donc on appelle des chandelles standards, a pu dériver la distance et calibrer en quelque sorte ces mondes extragalactiques qu'avait commencé à nous révéler avec plus de précision William Parsons. Est-ce que je me trompe ou j'ai vu quelque part dans votre livre, je pense que c'est à peu près à ce moment-là, où vous dites on photographie beaucoup de choses dont on ignore la nature. C'est le cas aussi? Oui, absolument. Un bel exemple, là, c'était de faire des dessins de quelque chose qu'on ne comprenait pas. Donc, on peut dessiner quelque chose assez précisément. D'ailleurs, je donne un bel exemple lié aux observations de Parsons et de son équipe. Entre autres, je montre les croquis mis ensemble pour faire un portrait de Messier 51, après plusieurs années de croquis, comparé à une image de la même galaxie prise par le télescope Hubble. Je me suis amusé là avec un collègue. Et l'image, elle est d'une ressemblance phénoménale. Mais dans le premier cas, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Est-ce que c'était dans le système solaire? Probablement pas. Il y avait des moyens de dire que c'était au-delà. Mais est-ce que c'était à 1000 années-lumière? À 5 millions d'années-lumière? À 100 millions d'années-lumière? Donc, ça s'est révélé être plus proche de 100 millions d'années-lumière. Donc, beaucoup, on ne voit pas trop ce que c'est. Quand on voyait l'objet Saturne avec des oreilles, entre guillemets, on n'avait aucune idée de ce que c'est, cette affaire-là, qu'est-ce que c'était? Quand Galilée dessinait des taches, il n'y avait aucune idée de ce que c'était. Donc, dans le cas des taches, c'est né que 300 ans plus tard, au début du 20e siècle, qu'on s'est rendu compte que c'était des zones plus sombres créées par la présence de champs magnétiques très, très forts à la surface du Soleil. Donc, oui, les images sont souvent
peu spectaculaire. La plupart du temps, une image de découverte n'est pas spectaculaire. On ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, ce qui fait la découverte, c'est qu'après, on va en avoir des meilleures et des meilleures images. Donc, et l'interprétation ne vient pas immédiatement, loin de là. Il y a une photo qui a été prise, la photo numéro 23, on achève là, notre visite du monde des galaxies, M. Roy, prise par un scientifique dont on a l'impression que vous avez quand même, pour lequel on sent que vous avez comme une espèce d'estime, Walter Bade, qui va distinguer des étoiles dans des galaxies lointaines. Aujourd'hui, c'est très courant, mais à l'époque, ça se faisait pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le premier, Walter Bade, à faire ça? Pour observer, bon, on a observé auparavant des étoiles particulières. J'ai mentionné Hubble, qui observe les étoiles de type variable, type sphéroïde, et qui l'utilise comme chandelle standard. On a observé des supernovas avant des étoiles individuelles des étoiles. Mais le commun des mortels des étoiles, genre Soleil, mais un peu plus lumineux, là, le fond stellaire de l'étoile, ça n'avait jamais été distingué. Ça avait toujours un fond diffus, lumineux, mais on ne voyait pas de granularité, entre guillemets. C'est une question de distance? On était capable de comprendre la distance? Oui, non, on comprenait, mais c'est que ça prenait des conditions de stabilité atmosphérique absolument extraordinaires et aussi une noirceur de ciel extraordinaire pour pouvoir pousser à fond les expositions sur clichés photographiques pendant plusieurs heures. Ce que Badi réussit à faire, parce que vu qu'il était un Allemand qui n'avait pas ses papiers, on a dit « persona non grata ». Tu ne peux pas sortir de la... À l'époque, un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. 1944. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Los Angeles était sous blackout. Donc, il fallait éteindre les lumières. Donc, lui, il était à l'observatoire. Ses collègues travaillaient pour l'effort de guerre, en quelque part. Lui, il avait le télescope à lui tout seul. Un ciel noir absolument extraordinaire et une stabilité atmosphérique. Et il a réussi à prendre des photographies où on pouvait voir des étoiles individuelles, ce qui reste aujourd'hui très difficile encore. Il faut souvent prendre des techniques d'optique adaptative ou être dans l'espace où il n'y a pas d'atmosphère, pas de dégradation des images par la turbulence atmosphérique. Et d'ailleurs, cette image... De NGC 185, pour la nommer. Oui, c'est ça. C'est une petite galaxie ordinaire, bien ordinaire, qui présente pas vraiment d'intérêt, mais c'était une de celles qu'il a réussi à résoudre ce que j'appelle le commun mortel des étoiles, et aussi à réussir à distinguer qu'il y avait des différences fondamentales via la couleur. Donc, des étoiles au centre de la galaxie étaient plus jaunes, et des étoiles à la périphérie plus bleues. Donc, c'est lui qui a commencé à distinguer qu'il y avait eu évolution différente entre ces deux types de régions de la galaxie. Et ça a donné lieu finalement à tout le domaine de l'évolution des galaxies via la façon dont elles transforment leur gaz en étoiles. C'est un champ extraordinaire de l'astrophysique du 20e siècle. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette autre phase de notre voyage. On va sortir du monde des galaxies et on revient après la pause. On est à un chapitre qui s'appelle Cosmologie. On peut mettre toutes sortes de choses là-dedans, Jean-René Roy, dans la cosmologie. En fait, c'est le domaine plus spéculatif de l'astronomie. La cosmologie, ça existe depuis tout le temps. Tout le monde essaie d'imaginer l'univers. Beaucoup ont leur propre théorie et tout, mais ce qui distingue le 20e siècle, c'est que la cosmologie devient assise sur des méthodes quantitatives, de la modélisation numérique, où on introduit les vraies lois de la physique. Mais d'imaginer l'univers, son origine et tout, c'est de tous les temps. Tout le monde s'est posé la question et des grands esprits, les grands physiciens astronomes, se sont essayés aussi. Et ce qu'il y a de fascinant dans ce chapitre-là, c'est comme si la science-fiction se fait science, là, dans certains cas, les trous noirs présumés, les ondes gravitationnelles. Par exemple, la photo de la galaxie NGC 4996,
93, pardon, NGC, là, pour nos auditeurs, c'est New General Catalogue. Donc ça, c'était pris par Hubble, cette fois le télescope spatial. Et l'intérêt de cette image-là, c'est que c'est de là que sont venues les ondes gravitationnelles de 2017, ondes évidemment qu'on ne peut pas voir, mais on est sûr là, que ces ondes-là viennent de cette nébuleuse-là. 99,999%. La coïncidence est énorme et la modélisation de l'objet est aussi impressionnante. Donc, c'est une belle participation scientifique internationale. Racontez-nous ça, parce que dans le fond, on avait déjà détecté là, 2 ans auparavant des ondes gravitationnelles. Ouais. D'ailleurs, maintenant, on en détecte un événement d'ondes gravitationnelles par semaine avec les systèmes en marche à l'heure actuelle. Donc, d'ailleurs, les ondes gravitationnelles, là, ça n'a rien à voir avec les ondes sonores qui font vibrer nos tympans. Ça n'a rien à voir avec les ondes électromagnétiques de la lumière. C'est pas très perceptible, en fait. Non, c'est pas très perceptible. Ici, ce qu'on a, je pense que la meilleure analogie, c'est l'onde mécanique qui se propage à la surface de l'eau. Okay? Donc, qui fait bouger les objets. Donc, l'onde gravitationnelle, c'est prédit par Einstein à partir de cette théorie de la relativité générale. Il a fait ça, cette prédiction, en 1916. Et en fait, il s'est tordu les méninges et tout. En fait, il n'a jamais cru trop. Parce qu'il disait, non, ça existe pas. Donc, pendant des années. Donc, les ondes gravitationnelles, c'est un peu une analogie avec des charges électriques qui bougent, ça va générer des ondes électromagnétiques de la lumière. Et ici, des masses qui bougent vont faire vibrer l'espace. J'ai dit tantôt au tout début que les masses font courber l'univers. Donc, tu mettais un poids dans une trampoline, on va s'enfoncer. Donc, il faut penser qu'on est en 3 dimensions. Maintenant, si vous regardiez en détail la trampoline, quand un enfant saute, surtout s'il y en a 2, en fait, l'analogie n'est pas tout à fait correcte, vous allez avoir des vibrations qui se propagent le long de la trampoline. Donc, l'onde gravitationnelle, c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que quand ça passe l'onde gravitationnelle, l'espace se contracte et se dilate d'une quantité infime. Donc, oublions ça pour le moment. Donc, c'est le phénomène... Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et les phénomènes, il faut que ce soit des objets très massifs qui fassent quelque chose, comme je vous ai dit, qui dansent l'un autour de l'autre. Et dans le cas le plus dramatique, et ça va générer un pulse d'onde, c'est quand 2 objets massifs se fusionnent, comme 2 trous noirs ou 2 étoiles à neutrons. Ça se fait en un instant, quelques millisecondes. C'est pas vraiment une collision, mais c'en est une. C'est un mélange. Ouais, c'est vraiment une fusion. Une fusion catastrophique, là, et ça devient un seul objet. Donc, un gros trou noir. Dans l'ouvrage, l'image 26, c'est la galaxie NGC 4993. Oui. Qu'est-ce qu'on y voit et comment on peut savoir que c'est de là que sont venues les ondes de 2017? La coïncidence temporelle, d'abord, et en même temps qu'on observait l'arrivée d'un pulse d'ondes gravitationnelles à 3 observatoires d'ondes gravitationnelles répartis sur la Terre. Donc, on a pu, par trigonométrie, pointer grossièrement où c'était. Un observatoire de rayons gamma dans l'espace a pu localiser aussi à peu près dans la même région la source possible de l'événement d'ondes gravitationnelles et de rayons gamma. Et là, en quelques heures, il y a des centaines d'astronomes qui sont allés à leur télescope puis ont commencé à balayer le ciel. Okay? Et puis, ils ont convergé rapidement. D'ailleurs, les télescopes qui observaient en premier, il fallait qu'il y ait un grand champ, donc ils n'étaient pas très grands. Donc, beaucoup d'images. Les images ont été essentielles pour cibler que c'était cette galaxie-là. Et Hubble est arrivé juste le lendemain, parce que Hubble il fallait qu'il sache où regarder parce que son champ de vue est très petit. Donc, l'image que je montre, elle est fantastique parce que c'est à l'heure actuelle, d'ailleurs, la seule où on voit la source de lumière d'un événement associé à l'onde gravitationnelle. Par la numérisation, la simulation par ordinateur de l'onde, on a déduit la masse des 2 objets, quelquefois la masse du Soleil. On les associe à une paire d'étoiles à neutrons. Et d'ailleurs, le flash lumineux, on a fait la spectroscopie. On a déduit la composition chimique et en fait, de la composition, on a déduit que c'était des débris
de 2 étoiles à neutrons. C'est la seule façon qu'on pouvait voir la formation de certains éléments plus lourds que le fer et le cobalt. Tout ce qui est moins lourd que le fer et le cobalt peut être fait dans l'intérieur des étoiles. Mais plus lourd, on s'est toujours tripoté les méninges pour essayer de faire des modèles qui faisaient suffisamment d'éléments pour correspondre à ce qu'on observe, même dans la croûte terrestre. Et là, en confirmant, en regardant ce petit flash lumineux par nos spectrographes pendant des semaines, on a pu confirmer l'hypothèse non seulement que ça correspondait possiblement à une fusion d'étoiles à neutrons, mais en plus que cette fusion pouvait être la source de la majeure partie d'éléments lourds comme l'or qu'on a autour de nous. Fabuleux. Puisqu'on parle d'Hubble, on achève notre périple photographique. Parlons du fameux Hubble Deep Field, le champ profond de Hubble. C'est l'image 28. Ça, c'est particulier parce que, d'abord, le télescope spatial a été orienté dans une direction où on croyait qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Et au départ, il y a plusieurs scientifiques, enfin, vous me donnerez les détails, là, qui ont critiqué cette approche-là, alors qu'on a fait, dans le fond, des découvertes absolument fabuleuses. Absolument. Donc, l'idée ici, on sait qu'Hubble, surtout en étant en dehors de l'atmosphère, même si c'est pas un grand télescope, c'est qu'il n'y a pas les perturbations atmosphériques, il n'y a pas la luminosité de l'atmosphère qui agit comme un fluorescent un peu pour nous. Donc, l'idée ici, c'était de dire, et c'était Robert Williams, qui était directeur à l'époque, que je connais bien, et qui avait démarré ce programme-là, me disait, on va prendre le télescope spatial et on va prendre une région du ciel où il n'y a rien. Il n'y a rien avec nos autres télescopes. Il dit, on va l'observer. Ou présumément rien. Présumément. Vous savez que si on regarde n'importe où, longtemps, on va trouver quelque chose. Et donc, c'est allé à la pêche, littéralement. Il dit, on va aller à la pêche, il n'y a pas l'air d'avoir de poissons. Et ça a été critiqué pour 2 raisons. D'abord, les astronomes n'aiment pas trop que les directeurs d'observatoires fassent des choses que le directeur décide. Et tout grand observatoire... Ça vous inclut, ça? Oui, ça m'inclut. Et tout grand observatoire donne une flexibilité, c'est-à-dire 10% du temps peut être géré à la discrétion du directeur. On appelle ça le temps discrétionnaire du directeur. On sait que le temps pour les astronomes est très important. Absolument. Surtout ce que quelqu'un décide pour un autre, sans passer par les communautés, les comités évaluateurs. C'est ce qu'il a fait et ce que j'ai fait, moi, souvent, avec grand plaisir. Donc, pour revenir au point, il a mis au point un programme pour observer des centaines d'heures une région, toujours la même, en utilisant plusieurs fils pour voir différentes couleurs et ça permet de dériver comme tel. Et l'épisode auquel vous faites allusion, c'est qu'en effet, il a eu des menaces, entre guillemets, d'astronomes très prestigieux, je connais le nom, mais je ne l'ai pas donné, qui ont d'universités éminentes aux États-Unis, qui ont dit, Bob, si tu vas de l'avant avec ça, je vais tout faire pour te faire mettre à la porte. Voilà. Donc, c'est sérieux, hein? Le temps de télescope, puis d'observer une place où il n'y a pas de poissons, ça menait. Mais il est allé de l'avant et il a mené son projet assez rapidement avec un petit groupe de chercheurs postdoctoraux à l'Institut du télescope spatial et il a donné à la communauté une banque d'images absolument extraordinaire en révélant des galaxies qui nous amène à une période où l'univers n'avait un âge que de l'ordre du milliard d'années par rapport aux 13,8 milliards d'années qu'il a maintenant. L'univers très jeune, les galaxies. C'est ce que vous appelez le bébé univers. Le bébé univers, c'est les galaxies. L'univers était dans un état qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. D'ailleurs, qui est un support au modèle évolutif mis de l'avant par Georges Lemaître en 1927. Donc, en plus, ça a été tellement un succès, surtout parce qu'il a mis ces données-là à la disponibilité de tous les chercheurs, qu'on a fait des suivis. On a fait des suivis, le même champ est observé dans les rayons X, dans les rayons infrarouges, dans les rayons avec ALMA. Donc, on poursuit ces champs profonds et on est allé en faire d'autres. On a fait même le Hubble Deep Field, on a fait de Hubble Ultra Deep Field, puis dernièrement, le Hubble Extreme Deep Field. Donc, ça a fait des bébés. Donc, la technique d'observation mise de l'avant a été extraordinaire. Et nous, pour les observatoires au sol, ça nous a donné... Avant, on avait beaucoup de résistance et ça a donné du poids et on a pu aller de l'avant avec nos propres relevés
profond. On regarde des régions, on dit on met le paquet, les données vont à tout le monde. Et le directeur a gardé son emploi? Le directeur a gardé son emploi, absolument. On va terminer par la dernière image. C'est un peu étonnant quand on a tout vu ce qu'on a vu dans le livre et on a parlé de quelques images. On n'a pas parlé de toutes les 30, là, mais la dernière, l'image numéro 30, donc de ce livre, je le rappelle, qui s'appelle 30 images qui ont révélé l'univers de la Lune à l'aube cosmique, publié aux presses de l'Université Laval. Jean-René Roy, tout ce voyage interplanétaire pour revenir avec un simple croissant de Lune. Un simple croissant de Lune, mais le croissant de Lune, on le voit au-dessus de la ultra mince couche de l'atmosphère terrestre. C'est une espèce d'image un peu philosophique. C'est un peu comme ça que vous vouliez terminer votre livre? Je dis, je vais finir avec l'image d'une exoplanète, une planète qui est dans l'espace, et c'est la nôtre, d'ailleurs, ce que je montre en photo de couverture aussi. Et en fait, c'est pour lancer le lecteur dans une réflexion après ce grand voyage dans le temps et dans l'espace, de montrer qu'on est à la surface d'un monde très fragile et peut-être très éphémère. L'atmosphère, c'est une couche de, sur 100 km, mais on ne peut habiter que le premier 3 km. La masse totale de l'atmosphère est à peu près quelques pourcents de la masse totale de l'eau sur Terre. Et de l'eau sur Terre, on n'en a pas beaucoup. Donc, on habite quelque chose de extrêmement fragile. Il pourrait avoir comme un astéroïde géant qui frappe la Terre et qui peut, en quelque sorte, volatiliser une bonne partie de l'atmosphère. Donc, on est dans quelque chose d'absolument extraordinaire où la vie a évolué. Mais nous, humains, on dépend de cette petite couche d'une façon incroyable. La vie aussi, parce que la vie l'a transformé, cette atmosphère. Il y a eu la grande oxygénation, donc l'oxygène de l'atmosphère, qui est une teneur de 20%. Le reste, c'est surtout de l'azote à 70%, 75% et plus. Donc, c'est la vie qui a modifié l'atmosphère. Et là, on se rend compte que nous, on est en train de modifier l'atmosphère. Et on le fait avec une vitesse, on ne transforme pas l'atmosphère comme la vie le fait sur des centaines de milliards d'années. Nous, on transforme l'atmosphère sur une période très, très courte de 100 ans, 200 ans. Donc, on dépend de ce milieu, cette couche infime, mais on est en train de jouer avec d'une façon un petit peu dangereuse. Heureusement qu'on a des sentinelles, comme la teneur en CO2, la teneur en méthane, qui nous avertissent, attention. Et pour reciter Thomas Brown, l'écrivain britannique, qui avait dit qu'on n'est peut-être qu'une parenthèse dans l'éternité. Et je dis à la fin, faisons attention parce que la parenthèse pourrait se refermer très rapidement. Donc Jean-René Roy, les yeux tournés vers le ciel, mais les pieds bien ancrés sur terre. C'est la façon de terminer le livre. Merci à vous. C'est un plaisir. Un immense merci à Jean-René Roy pour cette formidable entrevue. Je pense que vous avez eu droit aujourd'hui à du contenu très pointu, je dirais. L'ouvrage est disponible dans la plupart des librairies du Québec. Si vous nous écoutez ailleurs dans le monde, donc à l'extérieur du Québec, on a porté à ma connaissance que le livre est disponible à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez aller sur le site librairieduquebec.fr. C'est également disponible en ligne sur le site de l'éditeur, donc aux presses de l'Université Laval, sur leur site pulaval.com. Les liens sont dans la description du balado. Plusieurs d'entre vous nous avez dit que vous aimez écouter les épisodes plus qu'une fois. Je propose peut-être qu'ici, ça serait pas mal intéressant, je pense, d'acheter le livre, d'avoir sous les yeux, de pouvoir le lire, évidemment, et d'aller encore plus loin de ce qu'on a vu aujourd'hui, et d'avoir sous les yeux les images que Richard a sélectionnées, dont il est question dans ce balado, en réécoutant l'épisode. Je pense que ce serait pas mal intéressant. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça ne fait pas exception au niveau du fascicule écrit, le PDF
écrit de l'épisode avec cette fois-ci des images complémentaires. Donc ça, ce sera disponible pour nos patrons sur le site patreon.com. D'ailleurs, merci beaucoup à tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent. Pour 5$ et plus, vous aurez droit donc à ce fascicule et tous les autres fascicules et contenus exclusifs. C'est 5$ US, je vous le rappelle. Je veux aussi remercier un de nos auditeurs, le réalisateur Pierre-Marc Gauvin, qui a réalisé pour nous une super belle vidéo, une vidéo professionnelle, oui, et promotionnelle de voyage dans l'espace. Donc, au moment où on publie cet épisode, c'est disponible sur notre page Facebook. Vous savez, là, en haut, dans la couverture, ça joue en boucle. Sinon, si c'est pas le cas, donc c'est disponible sur notre page YouTube Voyage dans l'espace. Si jamais vous voulez obtenir, réaliser donc une belle vidéo de ce genre, vous pouvez l'appeler directement, donc Pierre-Marc Gauvin au 418-405-0625. Vous pouvez l'écrire aussi au pmg@videotron.ca. Encore là, donc j'ai mis ça dans la description de l'épisode. Voilà. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.